Partie 6. Miss C s'arrêta de nouveau et elle se leva brusquement. Sa voix paraissait ne plus lui obéir. Elle alla à la fenêtre, regarda silencieusement quelques minutes au dehors, ou peut-être ne fut-elle qu'appuyer son front contre la vitre froide. Je n'eus pas le courage de l'observer attentivement, car il m'était pénible d'observer la vieille dame en proie à son émotion. Aussi restai-je assis, muet, sans questionner, sans faire de bruit, et j'attendis jusqu'à ce qu'elle revînt d'un pas mesuré s'asseoir en face de moi. « Bien, maintenant le plus difficile est dit, et j'espère que vous me croirez si je vous affirme encore une fois, si je vous jure sur tout ce qui m'est sacré, sur mon honneur et sur la tête de mes enfants, que jusqu'à cette seconde-là, pas la moindre pensée d'une union avec cet inconnu ne m'était venue à l'esprit, que réellement j'étais sans volonté et que, privé de conscience, j'étais tombé soudain, comme par une trappe, du chemin régulier de mon existence dans cette situation. Je me suis juré d'être véridique envers vous et envers moi. Je vous répète donc, encore une fois, que c'est uniquement par la volonté presque exaspérée de secourir ce jeune homme, et non par un autre sentiment, par un sentiment personnel, que c'est donc tout à fait sans aucun désir et en toute innocence que je fus précipité dans cette aventure tragique. Vous me dispenserez de vous raconter ce qui se passa cette nuit-là dans cette chambre. Je n'ai jamais oublié ni n'oublierai aucune seconde de cette nuit, car là, j'ai lutté avec un être humain pour sa vie. Oui, je le répète, dans ce combat, c'était une question de vie ou de mort. Chacun de mes nerfs sentait trop infailliblement que cet étranger, que cet homme déjà à demi perdu, s'attachait à la dernière planche de salut avec toute l'ardeur et la passion de quelqu'un qui est mortellement menacé. Il s'accrochait à moi comme celui qui déjà sent sous lui l'abîme. Quant à moi, je déployais toutes mes ressources, tout ce qu'il y avait en moi pour le sauver. On ne vit une heure pareille qu'une seule fois dans sa vie, et cela n'arrive qu'à une personne parmi des millions. Moi non plus, je ne me serais jamais douté, sans ce terrible hasard, avec quelle force de désespoir, avec quelle rage effrénée un homme abandonné, un homme perdu, aspire une dernière fois la moindre goutte écarlate de la vie, éloigné pendant 20 ans, comme je l'avais été, de toutes les puissances démoniaques de l'existence, je n'aurais jamais compris la manière grandiose et fantastique dont parfois la nature concentre dans quelques souffles rapides tout ce qu'il y a en elle de chaleur et de glace, de vie et de mort, de ravissement et de désespérance. Et cette nuit fut tellement remplie de luttes et de paroles, de passion, de colère et de haine, de larmes, de supplications, d'ivresse, qu'elle me parut durer 1000 ans, et que nous, ces deux êtres humains qui chancelaient enlacés vers le fond de l'abîme, l'un enragé de mourir, l'autre en toute innocence, nous sortîmes complètement transformés de ce tumulte mortel, différents, entièrement changés, avec un autre esprit et une autre sensibilité. Mais je n'en parlerai pas. Je ne peux ni ne veux le décrire. Je dois pourtant vous dire un mot de la minute inouïe que fut mon réveil le lendemain matin. Je m'éveillai d'un sommeil de plomb, d'une noire profondeur comme je n'en connus jamais. Il me fallut longtemps pour ouvrir les yeux, et la première chose que je vis fut au-dessus de moi, le plafond d'une chambre inconnue, puis en tâtonnant encore un peu plus, un endroit étranger, ignoré de moi, affreux, dont je ne savais pas comment j'avais pu faire pour y tomber. D'abord, je m'efforçai de croire que ce n'était qu'un rêve plus net et plus transparent, auquel avait abouti ce sommeil si lourd et si confus. Mais devant les fenêtres brillait déjà la lumière crue et indéniablement réelle du soleil, la lumière du matin. On entendait monter les bruits de la rue avec le roulement des voitures, les sonneries des tramways, la rumeur des hommes, et maintenant je savais que je ne rêvais plus, mais que j'étais éveillé. Malgré moi, je me redressai pour reprendre mes esprits, et là, en regardant sur le côté, là je vis, jamais je ne pourrai vous décrire ma terreur, un homme inconnu dormant près de moi dans le large lit. Mais c'était un inconnu, un parfait étranger, un homme demi-nu et que je ne connaissais pas. Non, cette terreur, je le sais, ne peut se raconter. Elle me saisit si fort que je retombai inanimé. Mais ce n'était pas un évanouissement véritable dans lequel on n'a plus conscience de rien.
Au contraire, avec la rapidité d'un éclair, tout fut pour moi aussi conscient qu'inexplicable, et je n'eus plus que le désir de mourir de dégoût et de honte à me trouver ainsi tout à coup avec un être absolument inconnu dans le lit étranger d'un hôtel borgne et des plus suspects. Je m'en souviens encore nettement. Le battement de mon cœur s'arrêta. Je retins mon souffle, comme si j'avais pu par là mettre fin à ma vie et surtout à ma conscience, et cette conscience claire, d'une clarté épouvantable, qui percevait tout et qui, cependant, ne comprenait rien. Je ne saurais jamais combien de temps je restai ainsi, étendu, glacé dans tous mes membres. Les morts ont sans doute une rigidité pareille dans leur cercueil. Je sais seulement que j'avais fermé les yeux et que je priais Dieu ou n'importe quelle puissance du ciel pour que tout cela ne fût pas vrai, pour que tout cela ne fût pas réel. Mais mes sens aiguisés ne me permettaient plus aucune illusion. J'entendis dans la chambre voisine des gens parler, de l'eau couler, dehors des pas glisser dans le couloir, et chacun de ces indices attestait implacablement le cruel état de veille de mes sens. Je ne puis dire combien de temps dura cette atroce situation. De telles secondes ne sont pas à la mesure de la vie ordinaire. Mais soudain, je fus saisi d'une autre crainte. La crainte sauvage et affreuse que cet étranger, dont je ne connaissais même pas le nom, ne se réveilla et ne m'adressa la parole. Et aussitôt je sus qu'il n'y avait pour moi qu'une seule ressource, m'habiller, m'enfuir avant son réveil, n'être plus vu par lui, ne plus lui parler. Me sauver à temps, m'en aller pour retrouver de n'importe quelle manière ma véritable vie, pour rentrer dans mon hôtel et aussitôt par le premier train, quitter cet endroit maudit, quitter ce pays pour ne plus jamais rencontrer cet homme, ne plus voir ses yeux, n'avoir pas de témoins, d'accusateurs et de complices. Cette pensée triompha de mon évanouissement. Très prudemment, avec les mouvements furtifs d'un voleur, je sortis du lit et je saisis à tâtons mes vêtements, en avançant pouce par pouce pour ne surtout pas faire de bruit. Je m'habillai avec des précautions infinies, redoutant à chaque seconde son réveil, et bientôt j'étais prête. Déjà, j'avais réussi. Seul mon chapeau était encore de l'autre côté, par terre au pied du lit, et au moment où sur la pointe des pieds j'allais le ramasser, à cette seconde-là, je ne pus pas faire autrement. Malgré moi, il me fallut jeter encore un regard sur le visage de cet homme qui était tombé dans ma vie comme une pierre du haut d'une corniche. Je ne voulais jeter sur lui qu'un regard, mais chose bizarre, car le jeune inconnu qui dormait là était véritablement un étranger pour moi. Au premier moment, je ne reconnus pas du tout le visage de la veille. En effet, les traits tendus, crispés par la passion, convulsifs et bouleversés de l'homme mortellement surexcité, étaient comme effacés. L'individu étendu là avait une autre figure, enfantine, celle d'un petit garçon et qui rayonnait pour ainsi dire de pureté et de sérénité. Les lèvres, hier serrées et crispées sur les dents, rêvaient doucement entr'ouvertes et déjà à demi arrondies pour le sourire. Les cheveux blonds étalaient leurs boucles souples sur le front sans rides, et la respiration montant paisiblement de la poitrine parcourait le corps au repos de tout un jeu d'ondes tranquille. Vous vous rappelez peut-être que je vous ai dit précédemment n'avoir encore jamais observé, avec autant de force et à un degré aussi violemment accusé que chez cet inconnu assis à la table de jeu, l'expression de l'avidité farouche et de la passion chez un homme. Et je vous dirai à présent que jamais, même chez les enfants qui ont parfois dans leur sommeil de nourrisson une lueur de sérénité angélique, je n'ai vu une pareille expression de pureté limpide, de sommeil véritablement bienheureux. Sur ce visage, tous les sentiments s'inscrivaient avec une plasticité sans pareille, et c'était maintenant une détente paradisiaque, une libération de toute lourdeur intérieure, une délivrance. À cet aspect étonnant, toute anxiété, toute peur tomba de moi comme un lourd manteau noir. Je n'avais plus honte, non, j'étais presque heureuse. Cet événement terrible et incompréhensible avait soudain un sens pour moi. Je me réjouissais, j'étais fière à la pensée que ce jeune homme, délicat et beau, qui était couché ici serein et calme comme une fleur, aurait été trouvé sans mon dévouement quelque part contre un rocher, brisé, sanglant, le visage fracassé, sans vie et les yeux grands ouverts. Je l'avais sauvé, il était sauvé.
et je regardais maintenant d'un œil maternel, je ne trouve pas d'autre mot, cet homme endormi à qui j'avais redonné la vie avec plus de souffrance que lorsque mes propres enfants étaient venus au monde. Et au milieu de cette chambre crasseuse et garnie de vieilleries, dans ce répugnant et malpropre hôtel de passe, j'éprouvais tout à coup, aussi ridicule que ces mots vous paraissent, le même sentiment que si j'avais été dans une église, une impression bienheureuse de miracle et de sanctification. De la seconde la plus épouvantable que j'avais vécue dans toute mon existence, naissait en moi comme une sœur, une autre seconde, la plus étonnante et la plus puissante qui fût. Avais-je fait trop de bruit? Avais-je parlé sans m'en rendre compte? Je ne le sais pas. Mais soudain le dormeur ouvrit les yeux. Je fus effrayé et je reculai brusquement. Il regarda surpris autour de lui, tout comme je l'avais fait moi-même auparavant, et il parut sortir à son tour péniblement d'une profondeur et d'un chaos immense. Son regard fit, non sans effort, le tour de cette chambre étrangère et inconnue, puis il s'arrêta sur moi avec stupéfaction. Mais avant même qu'il pût parler ou retrouver tous ses esprits, je m'étais ressaisi. Il ne fallait pas lui laisser prononcer une parole, lui permettre une question, une familiarité. Rien de ce qui s'était passé hier et cette nuit ne devait se répéter, s'expliquer, se discuter. « Il faut que je m'en aille », lui signifiai-je rapidement. « Vous, restez assis et habillez-vous. À midi, je vous verrai à l'entrée du casino. Là, je m'occuperai de tout le nécessaire. » Et avant qu'il pût répondre un seul mot, je m'enfuis pour ne plus voir cette chambre et je courus sans me retourner hors de cette maison dont je savais aussi peu le nom que celui de l'inconnu avec qui j'y avais passé une nuit.